Le sujet qui nous intéresse ce matin, mesdames, messieurs, rapport acclamant de certaines ONG internationales en Afrique. Quelle crédibilité donner d'ailleurs à ces ONG internationales? On parle bien sûr des organisations non gouvernementales. Les 2153 milliardaires du globe, on parle bien sûr de la Terre tout entière, détiennent désormais plus d'argent que les 4,6 milliards les plus pauvres de la planète. Dans son rapport annuel sur les inégalités mondiales, Oxfam a dénoncé le lundi 20 janvier 2020 une concentration des richesses au détriment de plus de 60% de la population mondiale. Par ailleurs, poursuit cette ONG, la fortune de 1% les plus riches du monde correspond à plus du double des richesses cumulées. Eh bien, on parle bien sûr des 6,9 milliards les moins riches, soit 92% de la population de la planète. Cette concentration dépasse d'ailleurs l'entendement, détaille le rapport. En France, 7 milliardaires posséderaient plus que 30% des plus pauvres. Les 10% les plus riches des Français concentreraient, eux, la moitié des richesses du pays. Eh bien, au Cameroun, aujourd'hui, on en parle également, le gouvernement a accusé des ONG d'avoir perçu plus de 5 milliards de francs CFA. Mais, autre chose également, quand on sait pertinemment que ces grandes ONG, dont la première, la plus riche d'ailleurs, c'est Melinda et Bill Gates, elles pèsent 5,5 milliards de francs CFA, le double du chiffre, il faut le dire, du budget de l'Organisation mondiale de la santé. Quelle crédibilité donner justement à toutes ces ONG qui viennent justement accuser les pays africains, il faut le dire, de corruption, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de famine et tout ce qui va avec. Quelle crédibilité donner justement à toutes ces ONG internationales? Je me tourne vers Albert Anatole ici ce matin. Oui, écoutez, il faut déjà situer le contexte. Oui. L'émergence des organisations non gouvernementales. Oui. Qui n'est pas du contexte historique. Nous sommes dans les années 90, parce qu'il ne faut pas confondre justement ces ONG qui sont les satellites de l'Organisation des Nations Unies, notamment le CICR, qui, n'est-ce pas, œuvre dans le soutien des prisonniers de guerre, et bien évidemment la Croix-Rouge, qui s'occupe, n'est-ce pas, de la prise en charge au niveau justement des blessés et des victimes de guerre ou de catastrophes. Oui. Donc ces deux-là, nous connaissons leurs actions humanitaires. Mais par contre, vous avez d'autres floraisons d'ONG qui, dans le contexte, n'est-ce pas, de mutualisme et surtout de chamboulements politiques internationaux, eh bien, ont émergé. Vous avez, dans ce siège, vous avez Action contre la faim, vous avez Amnesty International, vous avez Human Rights Watch, vous avez Transparency International, vous avez Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc. J'en oublie certainement. Donc, voilà un peu le contexte. Maintenant, est-ce que ces ONG, qui pour la plupart avaient deux vocations, la première vocation, c'était justement l'action humanitaire. La seconde vocation, c'était le plaidoyer en vue des aides publiques, de la coopération internationale au développement, si vous voulez. Oui. Donc voilà, c'était dans les deux axes majeurs de ces ONG-là. Bon, malheureusement, leur action humanitaire a été dévoyée selon le principe, dites-moi qui vous finance et je vous dirai qui vous êtes. Qui vous êtes. Oui. Eh bien, malheureusement, dans le contexte justement du pluralisme politique dans les années 90, nous avons vu donc une floraison dans ces ONG qui, justement, se sont appropriés disons, ce qu'ils appellent là-bas la défense des libertés et des droits, du respect des droits de l'homme. Voilà. Donc, je crois que c'est là où tout est parti, parce qu'aujourd'hui, nous constatons justement qu'il y a beaucoup de ces ONG qui ne sont véritablement pas indépendantes, parce que logiquement, une ONG, ça devrait être une organisation indépendante, je dis bien indépendante, qui n'est pas inféodée par, n'est-ce pas, des politiques, notamment des financiers, occultes, ou bien des gouvernements occidentaux notamment. Donc, malheureusement, justement, ces gouvernements, ils utilisent la plupart de ces ONG, notamment sur le continent africain, soit pour des actions de déstabilisation, soit des actions d'espionnage, sous le couvert d'actions humanitaires et d'aide et de développement. Donc, c'est de ce qu'il s'agit. Maintenant, je voudrais donc prendre le cas, les cas que nous connaissons très bien, notamment Human Rights Watch. Nous connaissons également Transparency International,
qui beaucoup plus s'occupait, avait la vocation de s'occuper des questions de gouvernance, notamment. Oui. Vous avez Human Rights Watch qui s'occupe justement des questions de protection des libertés. Donc voilà les deux axes majeurs. Maintenant, vous avez de l'autre côté Amnesty International, et nous savons tous quelle est quelle action pernicieuse cette Amnesty International a eu à commettre sur le continent africain. Il vous souvient que la chute, n'est-ce pas, de l'ancien président de la République centrafricaine, en son temps c'était, je crois, Bokassa, oui. Et le fait justement d'Amnesty International. Nous connaissons également, il vous souvient, de ces actions pernicieuses, notamment de Human Rights Watch et d'Amnesty International du côté de la Somalie et du côté de l'Éthiopie. Donc finalement, justement la camisole, sur la camisole, n'est-ce pas, d'action humanitaire, il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Dans le Cameroun, au Cameroun, dans le contexte notamment de la crise anglophone, nous avons vu une ONG, Médecins sans frontières, pour ne pas la nommer, justement prendre fait cause pour les séparatistes, justement en les protégeant, quelquefois en mettant à leur disposition sa logistique. Est-ce qu'il y a une crédibilité? Je crois qu'il faut d'abord comprendre que la notion de l'ONG, organisation non gouvernementale, ça renvoie à quoi? Parce que pour bien comprendre cela, il faut déjà comprendre ce que c'est que ces organisations. Une organisation non gouvernementale, il faut bien préciser. Voilà, parce qu'on a tendance à croire qu'une organisation non gouvernementale, c'est la société civile. On a tendance à croire qu'une ONG, c'est une association caritative et humanitaire. Donc, franchement, il y a un manque de lisibilité et de visibilité justement, par rapport justement à leur statut, à leur statut qu'il faut absolument donner aux ONG. Et je crois que même les plus grandes analyses n'arrivent pas véritablement à donner un véritable visage au statut des ONG. Maintenant, vous avez, dans le contexte camerounais, il y a donc une multitude d'ONG qui sont nées et qui sont financées justement pour faire le bashing, pour dénoncer la malgouvernance, la corruption, la violation des droits de l'homme, pour dire que Yaoundé c'est la dictature, c'est un régime dictatorial. Ben, nous en connaissons, nous avons par exemple le REDAC. Ils sont nombreux comme ça. Sur le triangle national camerounais. Voilà. Bon, dans la plus en vue, c'est le REDAC. Donc je pense que c'est très complexe de comprendre leur fonctionnement. Parce qu'en interne, il n'y a pas de lisibilité, ni au niveau même de leur vocation première, parce qu'il faut quand même préciser que les ONG ont quand même vocation, même si ce n'est pas leur objectif, de préserver la paix. Mais nous constatons malheureusement que sur le continent africain, d'une manière générale, et au Cameroun en particulier, ces ONG malheureusement militent plutôt dans le sens contraire. Merci en tout cas pour cette première prise de parole. Permettez-moi de dire bonjour à Patient Parfum d'Homme qui nous a rejoint sur ce plateau ce matin. Bonjour Patient Parfum d'Homme et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'homme au triple A, c'est une marque déposée désormais. Bonjour à Madame Queen. Très heureux d'être de nouveau sur ce plateau avec vous et bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le continent et même le monde. Et merci pour cette énième invitation. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin. On sait qu'il pleut dans la ville, hein, mais j'espère qu'il n'a pas plu dans votre cœur. Hein. Oh non, la preuve, je suis là. Maridou, justement, on a une grande interrogation. Quand on parle d'organisation non gouvernementale, ça signifie que les États ne doivent pas participer dans le financement de ces organisations. Mais on voit le contraire plutôt. Les organismes non gouvernementaux sont importants dans toutes les sociétés. Oui. Parce qu'elles permettent à l'État de savoir qu'il y a au moins des personnes qui sont là, qui les surveillent. Bien que les organismes internationaux sont là, non gouvernementaux sont là pour surveiller l'État, ils ont aussi un autre rôle à jouer de préserver la paix au sein des États. Mais nous constatons avec regret que les organismes non gouvernementaux aujourd'hui, au lieu de jouer leur rôle, activent plutôt la haine au sein de la société. Nous voyons des rapports qui viennent des organismes internationaux qui viennent juste pour dénoncer ce que nos États font. Mais ils ne dénoncent pas
pour apporter la paix. Ils dénoncent plutôt pour activer la haine. Oui. Mais ils ne dénoncent pas. On aurait dû être content si ils dénonçaient et ils apportaient aussi les solutions pour trouver la paix. Nous avons le cas de la crise anglophone aujourd'hui, dont les rapports sortent tous les jours, mais il n'y a aucune solution qui a été mise en place. Il n'y a aucune pression de ces États sur les États africains, en l'occurrence l'État camerounais, pour résoudre par exemple le problème de la crise anglophone que nous avons aujourd'hui. Alors moi je me pose bien la question de savoir que ces ONG servent donc à quoi à la population? Ces ONG auraient dû aussi servir pour des aides humanitaires. Mais au niveau du Cameroun, on voit que ces ONG, on ne voit pas trop ces ONG sur le terrain en train de porter leur secours aux populations qui en ont besoin. Oui. Mais on les voit plutôt pondre des rapports pour dire qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Mais sur le plan humanitaire, on ne les voit pas vraiment, ils ne sont pas présents. Pourtant, ils sont financés. Ils sont financés par des États obscurs et par des personnes tapis dans l'ombre qui les aident à déstabiliser les pays africains. Moi, j'aurais aussi voulu voir que les pays africains, les ONG africaines puissent aussi produire des rapports pour des pays occidentaux. Oui, parce qu'on a l'impression que les ONG sont seulement pour l'Afrique, mais pour l'Europe ou bien pour je prends par exemple le cas de la France. Pour la France qui est un État bidon, on n'arrive pas à sortir des rapports pour cet État, pour que cet État aussi soit sanctionné. Oui. Les ONG passent leur temps à plutôt sanctionner les pays africains et les présidents africains. Qu'en est-il des autres présidents des pays occidentaux? On ne voit, on ne sait pas. Oui. Alors, moi, je voudrais attirer l'attention de ceux qui travaillent pour les organismes non gouvernementaux qui sont au pays, oui, de produire aussi des rapports contre ces pays européens, qui ne produisent pas seulement des rapports contre les pays africains et contre nos présidents. Parce que la CPI, elle est le financier tapis dans l'ombre de ces ONG. Oui. Puisque les Blancs, eux, ils pensent que les peines sont bien pour les Africains. Par contre, eux, ils sont les moteurs de tous les problèmes que nous avons en Afrique. Nous voyons le cas du Soudan. Oui. Ils sont là, tapis dans l'ombre. Mais les ONG ne dénoncent pas cela. Ils ne peuvent pas nous démontrer que voilà, c'est la France, par exemple, qui finance telle guerre. C'est la France qui finance telle chose dans les pays africains. Il n'y a personne pour dénoncer cela. Il n'y a personne pour leur dire que, ok, comme vous avez donc commis aussi les crimes contre l'humanité, vous allez aussi passer à la CPI. C'est ça, c'est ce que les ONG devaient faire aujourd'hui. Les ONG ne devaient pas seulement se tourner contre les Africains, mais ils devaient travailler pour tout le continent, pour tout le monde entier, pas seulement pour un seul continent. Ils devaient travailler pour tous les continents du monde. Mais malheureusement, on constate que c'est seulement pour les continents africains que les ONG travaillent. Et d'où sortent donc ces financements? Est-ce que notre État, même si je reviens dans le cas du Cameroun, est-ce que notre État surveille ces ONG? Est-ce que ces ONG produisent des rapports à l'État camerounais? Et s'ils produisent des rapports à l'État camerounais, pourquoi ces rapports ne sont pas plébiscités? Pour dire que voilà, je suis par exemple de l'association À nous le Cameroun, nous avons fait un rapport, nous avons fait des enquêtes sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des manquements, il y a ceci, il y a cela. Mais on ne voit pas ça. On entend seulement des rapports qui sortent, il y a 12 000 morts, il y a 12 000... Mais est-ce que l'État reçoive ces rapports avant que ces rapports ne soient envoyés du côté de l'Occident? Oui. C'est d'abord ça la question. Et qu'est-ce que les ONG font avec l'argent qu'on leur donne? Est-ce qu'ils aident d'abord la population avec cet argent? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Parce que cet argent, moi je ne vois pas que ces gens travaillent sur le terrain avec. Ils s'enrichissent, ils s'asseyent dans les bureaux et un matin ils commencent à crier pour dire que oh, on a tué telle personne en Gabou, on a tué telle personne là-bas. Mais on a donc tué ces personnes. Où est donc la solution? Après avoir pondu ces rapports, qu'est-ce que ces organismes-là font pour faire pression aux États qui sied à ces problèmes? C'est ça le problématique. Oui, justement. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Je vais vous rappeler d'ailleurs, le ministre de la mission territoriale, Paula Tangandji, avait d'ailleurs invité les ONG internationales au cours d'une conférence de presse à Yaoundé à respecter le cadre légal qui régit leurs sanctions, leurs actions et à dénoncer une conspiration contre le Cameroun. Et bien pour le ministre camerounais, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de
de sécurité. Et quand on part regarder également d'autres réactions dans les pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est également, c'est le même problème. Eh bien, ces pays se demandent d'ailleurs à quoi servent justement ces organisations non gouvernementales sur le sol africain. Patient Pafendo. Je pense que j'aurais une réaction un peu mitigée par rapport à l'apport des ONG, des organisations non gouvernementales, n'est-ce pas, dans la marche de la vie de nos pays. Oui. On peut constater quand même qu'il y a deux étapes. La première étape, c'était l'étape des partis uniques. On a vu des ONG quand même comme Human Rights Watch qui avait joué un rôle important au niveau de la médiatisation de certains cas de violation des droits de l'homme sur notre continent. Oui. Avec la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, je crois qu'il y a un nouveau recadrage de la politique de ces ONG. Ces ONG sont devenues un peu plus des instruments pour forcer la main à certains pouvoirs d'accepter un certain type de deal. Et quand on se rendait compte que ce pouvoir était rétif à un certain type de deal, on actionnait ces ONG qui, matin, midi, soir, donnaient l'impression de relever l'état de ce régime par rapport aux questions des droits de l'homme. Bon. Et on l'a vu, mais ça, il ne faut pas non plus faire de la fine bouche là-dessus. On a vu ces ONG prendre fait et partie dans des situations où les enquêtes étaient plus ou moins biaisées et qui donnaient des rapports qui, à mon sens, ne participaient pas à faire éclater la vérité sur des scandales qui étaient commis ici et là. Mais c'est tributaire de quelque chose. Cette culture, cette tendance, oui. Elle est simple, c'est qu'en réalité, nous sommes dans une situation où il y a un centre et une périphérie. Tout à l'heure, Mme Kuhn elle s'étonnait que les ONG, par exemple camerounaises, ne puissent pas produire de rapport sur l'état des violations, par exemple, des droits de l'homme en France. Mais c'est impossible, parce que en réalité, nos ONG n'ont pas la force nécessaire, n'ont pas de crédit nécessaire, n'ont pas les instruments nécessaires pour pouvoir justement mettre la pression sur un grand pays comme la France par rapport au rapport qu'il pourrait produire. Premièrement. Deuxièmement, il y a la question des financements ou bien troisièmement, la question des financements de ces ONG-là. Avant, si elle était opaque, ou non, si elle n'était pas opaque, c'était le fruit souvent des dons, n'est-ce pas, des situations lambda. On a vu des grands magnats et de la presse, et de la politique, et des affaires être des principaux contributeurs de ces ONG. Au point où vous avez un individu, par exemple, comme M. George Soros, qui finance à tout vent l'ensemble des ONG que vous pouvez vous imaginer. Je crois que même ceux qui ne demandent pas, il est prêt à leur donner quelque chose. Et quand vous avez un gros contributeur de la trempe d'un individu comme Soros, George Soros ou encore Bill Gates, alors, oui. Ou alors la famille Carnegie, forcément, ils orientent, que vous le voulez ou non, n'est-ce pas, votre activité. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui au niveau de notre planète. Au point où on a vu un pays comme la Russie avec Poutine qui a dit maintenant il faut qu'on contrôle la gestion des fonds de ces ONG, d'où viennent ces fonds et comment ces fonds sont utilisés. Et la Russie n'est pas allée de même mode, il a suspendu un certain nombre d'ONG. Ils ont obligé, de son territoire, justement. De son territoire, ils ont obligé certains à déclarer justement leurs revenus et l'utilisation des fonds qui leur étaient alloués. Bon. C'est un autre type de contrôle. On peut aussi penser que c'est dans un type de gouvernement extrêmement fort, rigide, qui oblige justement cet état de choses à pouvoir avoir lieu. Mais dans le cas de nos pays, qui sont les pays de la périphérie, je reviens au terme cher à Samir Amin, quelle est la puissance que nos États ont pour donner des injonctions à ces jeunes de se comporter d'une certaine manière? C'est là le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Au point où on a beau faire des débats à ne plus en finir sur ces questions de l'objectif de ces ONG sur les sols africains, on ne s'en sortira jamais parce que nos États ne sont pas assez puissants pour peser de tout le poids et obliger ces jeunes à être dans une certaine discipline. Maintenant, il y a aussi le larbinisme de certains promoteurs des ONG, comme vient de le dire d'abord Mme Kuhn tout à l'heure. Certaines personnes créent les ONG uniquement pour se faire du beurre. On ne peut pas l'oublier. Donc, à partir de ce moment-là, il suffit qu'on nous dise, mais attention, il y a une Gbagbo, qu'est-ce que tu penses? Paf, nous on a tel type de données, sans que elle-même aient sur le terrain pour vérifier ce qui s'est passé. Et se range carrément sur le point de vue des informations reçues de l'extérieur. C'est ça aussi qui dénote d'un manque de crédibilité de ces jeunes localement, parce que, un, ils n'ont pas de moyens,
2, ils n'ont pas la force. Donc, quand vous n'avez pas les moyens et la force sur le plan organisationnel de votre propre organisation pour pouvoir enquêter sur un certain type de sujet, vous êtes tributaire des informations qui viennent d'ailleurs, mais surtout vous êtes tributaire des moyens qui viennent d'ailleurs. Quoi qu'on dise, vous êtes plus ou moins esclave, n'est-ce pas, des structures qui sont à l'extérieur et qui essaient d'orienter votre travail. C'est dans cet imbroglio que nous nous trouvons. Mais en même temps, il faut quand même dire que certaines ONG, même le REDAC d'ailleurs, à leur corps défendant, ont eu à donner des informations qui plus tard se sont avérées vraies. Souvenez-vous du massacre de ces dames avec leurs bébés dans l'extrême nord du pays, où on a vu des ONG, dont le REDAC, qui avait dit, mais ces massacres ont eu lieu. Il y a eu toute une période de flottement pour qu'enfin l'État de Cameroun reconnaisse qu'il y avait des brebis galeuses au sein de l'armée qui ont commis ces actes-là. Vous voyez. Donc, ces ONG aussi viennent pallier, et j'allais dire pas un manquement, mais un retard du point de vue de l'information que souvent les structures de l'État tardent à donner et donnent la possibilité à ces ONG-là de s'engouffrer dans cette période de latence-là, dans cette période de latence pour pouvoir développer un certain type de communication qui sont souvent néfastes pour nos propres États. Donc, il faut que l'État, si l'État veut diminuer la force de ces ONG, d'abord j'ai dit que sur le plan des pressions, du point de vue de lobbying, l'État n'a pas les moyens. Mais si l'État était proactif, était enclin à communiquer, n'est-ce pas, vraiment dans les limites du temps requis pour que l'information ne soit pas dénaturée, je pense qu'on diminuerait largement la puissance des ONG. Je vous donne par exemple une information. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis, je crois, quelques jours, où on montre des gens qui seraient des empoisonniers en train de décapiter un individu. Depuis la silence de mort. Oui. Sur le plan officiel, on n'entend rien. Alors que si c'était des soldats camerounais qui étaient en train de commettre, n'est-ce pas, ce forfait. Rapidement, les ONG locales, actionnées par leur mandant extérieur ou bien leur financier à l'extérieur, seraient déjà en train de faire un raffut pas possible et seraient sur le point de mettre, n'est-ce pas, notre pays en difficulté par rapport à ces questions de droits de l'homme. Donc, je dis et j'insiste sur ce fait que notre État, avec cette principe de démembrement, surtout nous ne sommes pas de guerre. Et la guerre, là, qui a lieu aujourd'hui, elle n'est pas faite pour finir demain. Je suis désolé de le constater. Il faut qu'on ait des instituts ou bien des personnalités, même des franchisés qui sont capables de produire des rapports le plus tôt possible pour que nous ne soyons pas pris en défaut par rapport à la vitesse avec laquelle l'information circule aujourd'hui. Mais, une fois de plus, il faut quand même dire que nos États eux-mêmes ils traînent des boulets pas possibles. La manière dont nos États sont gérés, la question de la gouvernance, ces questions sont tellement lourdes, mais surtout, on a des États qui sont plus ou moins bien corrompus, au point où ils vont continuer de donner de grain à moudre à ces jeunes de pouvoir se déployer comme ils veulent avec souvent leur caractère plus ou moins nocif, non seulement pour nos États, mais aussi pour l'image des Africains que nous sommes. Parce que quand on a vu certains ONG, je prends par exemple le cas de Médecins Sans Frontières. Est-ce que vous savez que Médecins Sans Frontières, à la base, est né pendant la guerre du Biafra? Mais elle n'avait pas qu'un rôle humanitaire. C'est ce qu'on avait mis en avant, ces enfants Ibo qui étaient complètement chétifs et qui étaient secourus par les French doctors. Mais en back-office, ils avaient un travail de renseignement pour le gouvernement français. Les deux principaux fondateurs de cette ONG, que sont M. Kouchner, qui a été ministre français après, justement, et Rolly Broman, qui était un grand médecin. C'était d'ailleurs le seul qui a eu le courage de dire que les images qu'on nous montrait de Benghazi par rapport, soi-disant, à la furie de Kadhafi contre son propre peuple étaient des fausses images. Mais ces images montées de toutes pièces dans un studio de cinéma au Qatar. C'est l'un des rares. Mais on a vu la trajectoire, par exemple, de quelqu'un comme M. Kouchner, qui a été au service de la France-Afrique, qui a écumé l'Afrique. Vous vous souvenez de ce fameux rapport pondu pour le compte du Gabon au niveau des avancées sanitaires au Gabon, avec ce que ça a coûté. Vous voyez. Donc une fois de plus, les torts sont partagés. D'un côté, on a notre État, qui, à mon sens, n'a pas été souvent proactif pour communiquer
C'est ce qui peut être plus tard comme une bulle qui va exploser et lui exploser à la face. De l'autre côté, on a des ONG pour la plupart, depuis l'ouverture démocratique et la chute du mur de Berlin, qui servent plutôt de supplétifs, n'est-ce pas, à une certaine propagande occidentale pour affaiblir les régimes qui ne vont pas dans le sens de ce que veut cette financière internationale. Et malheureusement, là, entre les deux, le peuple est pris en étau avec la contre-information, la désinformation, la contre-propagande, une mauvaise propagande qui fait qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, justement, une fois de plus, ce type de débat doit être un appel à l'ordre. Mais d'abord sur le plan moral. Pour dire aux différents responsables des ONG, faites votre travail en toute conscience. Ne faites pas votre travail parce que vous recevez des injonctions de vos financiers à l'extérieur. Est-ce qu'ils peuvent justement faire le contraire, puisqu'ils sont justement financés par des grands hommes? D'ailleurs, est-ce que l'État lui-même ne pouvait pas voir que, bon, dans tel domaine, excusez-moi, tous les ONG n'ont pas vocation à faire dans l'humanitaire quand même, il faut le dire. Tous les ONG n'ont pas vocation à faire dans l'humanité. D'autres ONG, par exemple, le REDAC, je ne veux pas en parler parce qu'un Gombe est une amie, mais elle n'a pas vocation à le faire. Mais est-ce que l'État ne peut pas à un moment donné se dire, dans le panel des différents ONG que j'ai quand même pu faire le tamis de certains qui sont montés robustes, et faire un contrepoids en les finançant moi aussi, pour que ce soit un peu moins dépendante des financiers extérieurs. Parce que le gros de toutes nos organisations, c'est la question du financement. Quand une organisation n'est pas... Elle en rate, elle a des locaux, elle a des employés qu'elle ne peut pas payer. Et puis, paf, un mécène surgit de nulle part, comme c'est le cas de Soros, et il dit, madame, quel est le problème que vous avez là-bas? Faites-moi le devis estimatif de tous vos besoins. Et il finance avec des bonus au-dessus. Comment voulez-vous que cette ONG-là puisse être réellement au service de la vérité et au service de la nation? C'est ça. Et la pierre que nous jetons sur le promoteur des ONG, on peut jeter cette pierre-là sur beaucoup d'acteurs, sur le plan social et sur le plan sociétal dans notre pays. On voit des gens se comporter comme ça, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de tripes, n'est-ce pas, pour résister à ces sirènes-là, qui, de toute façon, créent beaucoup de dommages, point de vue de la visibilité, mais surtout de l'image que nous, les Africains, nous renvoient à l'extérieur. Albert, on est là ici pour beaucoup d'Africains aujourd'hui. Ces ONG internationales qui viennent sur le sol africain, eh bien, sont des terroristes. Et leur rôle est déjà bien connu au départ. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, je vous ai indiqué que par le passé, nous connaissions le CICR qui s'occupait de la protection justement des prisonniers de guerre. Le comité international de la Croix-Rouge. Voilà, il y avait la Croix-Rouge, bien évidemment. Et il y avait également le Croissant Rouge. Il y avait le Croissant Rouge et bien évidemment, il y a eu par la suite Amnesty International qui a joué un rôle, je l'ai indiqué tout à l'heure, un rôle pernicieux à Centrafrique à l'époque. C'est Amnesty International qui est à l'origine de la chute de Bokassa. Ça, il faut le préciser. Beaucoup d'Africains ne savent pas. Pourquoi? Parce que justement, sous la camisole d'une action humanitaire, justement, elle jouait un rôle de relais au profit justement de la France. Ça, il faut également l'indiquer. Parce que là-dedans, vous avez des espions, des ingénieurs qui sont revêtus des camisoles d'humanitaire. Mais n'est-ce pas également le cas avec l'armée? C'est la même chose. Les armées occidentales qui viennent sur le continent africain. Parmi tous ces ONG soi-disant humanitaires, vous avez très souvent des hommes en tenue. Vous avez des ingénieurs. Bref, des gens qui font tout, qui ont vocation à tout faire dans cette association-là, mais sauf la vocation d'humanitaire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut d'abord essayer de distinguer n'est-ce pas, les statuts des uns et des autres. Oui. Et vous avez des ONG qui s'occupent justement de l'humanitaire. Oui. Vous en avez qui s'occupent justement des actions de développement. Vous en avez malheureusement qui font dans le plaidoyer. Vous avez les autres justement qui sont engagés dans une sorte de militantisme contre les violations des droits de l'homme et des libertés ou des droits humains. Oui. Bon, et c'est cette dernière catégorie qui pose beaucoup plus de problèmes, parce que tout à l'heure je vous indiquais que dites-moi qui vous finance et je vous dirai qui vous êtes. Parce que justement, notamment une ONG a vocation à être indépendante. C'est pour être une organisation non gouvernementale. Justement, elle a vocation... Donc, le gouvernement ne veut pas dire qu'on ne peut pas être financé également, Albert Anatola, ici. Je dis que non. Une ONG doit pouvoir recevoir des dons et des legs de tout le monde, mais sans se faire justement assujettir. Il faut garder l'indépendance. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Je pourrais vous donner les 10 ONG les plus puissantes dans le monde. Hein, et derrière toutes ces ONG les plus puissantes dans le monde, d'ailleurs, que déclare, selon le rapport de NGO Advisor, elle nous fait comprendre justement que dans ces ONG, bien sûr, eh bien, ils permettent rarement qu'on saisisse leurs finances. Mais c'est dangereux. Je prends le cas, vous avez tout à l'heure convoqué la fondation Bill Gates. Mais vous avez l'American Association Retired Person qui pèse à elle seule 1000 millions de dollars. 1000 millions de dollars. Cette ONG. Bon, alors, ça veut donc dire que cette ONG a des relais. Et qu'est-ce qu'elle exige de ces relais? Elle exige de ces relais des rapports orientés. À peu près comme un canard vous dirait qu'écoutez, moi je voudrais que vous nous apportiez, vous nous fassiez seulement les papiers sur la corruption au Cameroun, sur la violation des droits de l'homme. Et là, il y a un problème. Parce que justement, une ONG a vocation, à mon sens, à être indépendante. Vous êtes d'accord avec Maëlou en tout cas sur ce point? Oui, à être objective. Et également à faire le plaidoyer. Mais cette ONG doit également nourrir ses employés. Ici. Dans tout le cas, tout ça le problème n'est pas d'être... Non. Dans ce cas, où mettez-vous le bénévolat? Puisque ces ONG ont vocation à faire dans le bénévolat. Quand vous travaillez dans une ONG, vous n'avez pas vocation à être un salarié en tant que tel. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, non, c'est sérieux, ce qui pose problème, c'est quoi? C'est que la plupart de ces ONG qui reçoivent ces dons, en tout cas leurs promoteurs, ils utilisent, qui ont tendance à critiquer les problèmes des questions de malgouvernance, des questions de corruption. Malheureusement, quand vous allez en interne, c'est toute une image que vous avez. Je connais une promotrice d'ONG pas très loin de votre télévision qui a reçu beaucoup de dons. Ces dons ont servi à quoi? À construire un immeuble de 6 niveaux. Au départ, elle a présenté un projet qui était le projet de vulgarisation d'informatique au profit des jeunes. On n'a pas fait son procès. Hein. Non, c'est pas un procès. J'ai même pas dénoncé, j'ai même pas donné son identité. Voilà. Bon, au départ, c'était une ONG qui avait vocation de vulgariser l'outil informatique au profit de la jeunesse, des jeunes. Bien évidemment, elle a reçu des dons canadiens, des dons d'ordinateurs. Et après la suite, c'est devenu un cybercafé. Après le cybercafé, ça a disparu et puis c'est devenu toute autre chose. Donc moi, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, en fait, lorsqu'on parle de crédibilité, la crédibilité porte d'abord au niveau même de la vocation, je veux dire, il y a des statuts. Parce qu'il n'y a rien n'est clarifié. Tout à l'heure, si on vous demande c'est quoi une ONG, vous aurez la peine à donner une véritable définition d'une ONG. Quelle est leur vocation? Pour la plupart, la vocation, on va vous dire que ma vocation, c'est de porter assistance aux indigents démunis, de promouvoir la paix, de promouvoir n'est-ce pas, la démocratie, ou bien de protéger l'environnement, mais en dessous, c'est toute autre chose. Donc, de ce point de vue, il est de la responsabilité de l'État, qui est régalien, de voir justement d'aller en profondeur pour questionner justement leur fonctionnement, parce que vous ne pouvez pas accepter que les activités se passent sur votre terrain, sur votre territoire, sans avoir un contrôle. Ça, c'est d'un de deux. Et je termine par là. Il faut contrôler justement les financements de ces organisations non gouvernementales. Ça, c'est important. Bah, il faut contrôler en tout cas les financements de ces organisations non gouvernementales, mais on sait pertinemment, comme je le disais tantôt, eh bien, selon NGO Advisor, jusqu'à preuve de contraire, ces ONG ne donnent jamais, au grand jamais, eh bien, le nom de leurs financiers. Et d'ailleurs, pour entrer même dans leurs finances, c'est un très gros problème. Il va falloir farfouiller. D'ailleurs, ils ont donné les 10, il faut le dire, hein, les 10 ONG les plus puissantes dans le monde. Et d'ailleurs, la plus riche aujourd'hui, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. À elle seule, elle pèse 5 milliards de dollars. Moi, je dirais que les ONG en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Oui. Ne sont pas mauvaises, mais c'est la forme avec laquelle on les utilise qui en fait un problème. Oui. Mais au fond, ce sont des organismes qui sont importants pour la clarification, oui, pour le plaidoyer et pour un œil de contrôle au sein du monde. Parce que le monde a besoin des personnes qui peuvent contrôler ce qu'ils font.
comme on dit souvent à l'école, chacun a toujours un chef. Et les ONG essayent de jouer ce rôle de chef et en même temps ce rôle de gendarme. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le rôle que ces ONG jouent dans le monde sont bénéfiques aux citoyens lambda? Si on met l'être humain en exergue, que nous travaillons pour l'être humain, je crois qu'on gagnerait à encadrer ces ONG dans les pays africains. Parce que nous, les Africains, nous avons plus de problèmes. Nous avons plus de problèmes parce que nous avons un problème de civilisation, nous avons un problème d'éducation. L'éducation commence déjà à partir de nos dirigeants. Oui. Nos dirigeants qui ont un problème de management au sein de leur société. Parce que lorsqu'on accède à la magistrature suprême, on est un coach. En même temps, on est celui qui doit drainer, celui qui doit encadrer, celui qui doit protéger. Alors, lorsqu'on sort de cet essor pour maintenant violenter sa population, si ces ONG ne sont pas là pour recadrer, pour essayer de tirer la sonnette d'alarme vers nos dirigeants africains, je pense qu'on aurait déjà eu beaucoup de morts. Et sûrement même certaines ethnies auraient disparu. Oui, peut-être certaines espèces même auraient disparu à cette heure-ci. Maintenant, moi je prends le cas du Cameroun. Notre pays a des ONG. Est-ce qu'il y a une institution avec une personnalité qui est là pour encadrer et pour essayer de voir comment est-ce que ces personnes-là fonctionnent? Comment est-ce qu'ils font pour avoir des financements? Pourquoi même ne pas leur financer pour qu'ils produisent des rapports qui sont effectifs et efficients? Parce qu'il faut être factuel. Nous prenons le cas du REDAC. Le REDAC, moi je ne peux pas tirer sur le REDAC parce que je vois que le REDAC essaye de faire de son mieux. Il faudrait aussi que l'État sache que les organismes internationaux, ce sont des entreprises. Bien qu'au fond, c'est du bénévolat. Mais il n'y a aucun bénévolat qui n'est pas rémunéré. Bon, il y a les déplacements qu'il faut également payer. Parce que pour mener des enquêtes sur le terrain, on a besoin d'argent. On ne peut pas s'asseoir à la maison et mener des enquêtes. Il faut des ressources humaines. Et il faut des ressources humaines qui doivent travailler pour avoir des rapports factuels. Mais on ne peut pas empêcher aux ONG d'avoir des financements. Il n'y a aucune activité sur cette terre qui ne puisse marcher sans financement. Nous prenons le cas des associations au Cameroun. L'État n'apporte pas sa plus-value pour aider les associations, même pour aider ces ONG, afin de bien faire leur travail. C'est pour cela qu'ils sont obligés de se compromettre avec des personnes tapies dans l'ordre qui leur donnent du financement. Et ils pondent des rapports parfois qui ne sont pas vrais, qui sont là pour déstabiliser les pays, qui sont là pour déstabiliser même ces présidents. Juste parce qu'eux-mêmes, ils ne font aucun effort pour encadrer les organismes non gouvernementaux et même des associations. Oui. Moi, mon plaidoyer est ceci, que l'État camerounais essaye de mettre quelqu'un qui va contrôler ces organismes et que cette personne, au quotidien ou bien trimestriel, nous sorte des rapports de ces ONG. Il peut nous dire que nous avons 10 ONG au Cameroun et nous avons reçu tel nombre de rapports de ces ONG. Si on a des personnes dédiées, parce qu'un ministre ne peut pas tout faire, c'est ce que je dis tous les jours. Il y a trop du foutu, tout est mélangé. Ouais. Il y a du boulot au Cameroun. Il y a du boulot au Cameroun. On peut prendre quelqu'un qui s'occupe uniquement de ce département. Moi, j'appelle ça un département parce qu'en tant que responsable d'un département, oui, il faut toujours déléguer. Il faut déléguer les pouvoirs. Oui. Le pouvoir ne doit pas être tout centralisé. Il faut déléguer le pouvoir pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe dans un territoire. Le seul ministre de l'administration territoriale, il ne peut pas tout contrôler. Il faut qu'il y ait un démembrement qui s'occupe uniquement de ces choses-là. Et tout doit être transparent. Et la communication est importante dans une société. Lorsqu'on ne communique pas, combien de Camerounais connaissent même le rôle des ONG? Anatole le disait tout à l'heure. Combien de Camerounais connaissent même le rôle des ONG? On vous comprend. Vous comprenez? Oui. Donc c'est un peu ça. Je vais me tourner pour dire bonjour déjà à Jodel Caillot qui nous a rejoint ce matin malgré la pluie. Elle est quand même là ce matin. Jodel Caillot, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous? On est là.
On est là malgré la pluie, hein. Vous avez quand même tenu à être là ce matin. Oui, j'avais donné ma parole, ce d'autant plus que ça fait un moment que je suis invitée sur ce plateau. Et j'ai dit, comme j'ai dit que je venais, j'ai dit je viens. Merci. Félicitations, vous êtes une nouvelle maman. Le bébé se porte bien, j'espère. Très bien, très bien. Alors, vous nous retrouvez justement en plein débat. On parle bien sûr des rapports accablants de certaines ONG internationales en Afrique. Quelle crédibilité. Et pour certains de nos panélistes d'ailleurs sur ce plateau, on déclare haut et fort d'ailleurs que si ces ONG n'existaient pas, ou alors si elles ne critiquaient pas autant les pays africains, il y aurait sûrement pas mal de bévues, pas mal peut-être d'autres ethnies, peut-être des personnes disparaîtraient à tout bout de champ. Oui, critiquer ou pas, je voudrais d'abord restituer certaines idées. Hein. Oui. Toutes les ONG n'ont pas les mêmes vocations. Il y a des ONG qui veillent sur peut-être l'action gouvernementale, d'autres c'est pour apporter des puits, pour aider la jeune femme, pour faire les agérés et autres. Donc chaque ONG d'abord a ce qu'on appelle ses objectifs. Maintenant, ça dépend. Si une ONG se met pour mission de contrôler une action ou bien de se focaliser sur, pour entrer dans le contexte, se focaliser sur le Nouzo, par exemple, ce qui se passe au Nouzo, et produit des rapports, il va de soi que ce ne soit pas toujours vu d'un bon œil. Mais on ne pourrait pas dire que de prime abord, ces ONG viennent pour accabler, forcément. Je me dis que on a une idée ou bien on a une volonté saine au départ, et puis au fur et à mesure qu'on évolue, et aussi par rapport à l'appréhension du pays dans lequel on se situe. Oui. Parce que je ne suis pas sûr que toutes ces ONG, je ne vais pas les défendre, je ne suis pas sûr que toutes ces ONG partout où elles ont travaillé ont toujours été contestées. Donc tout cela dépend. Et maintenant, je voudrais aussi puisque je suis membre d'une organisation, et je dois aussi dire que dans la pratique de leur mission, il faudrait que les ONG essayent de le faire de manière sérieuse. Oui. Parce que quand on n'est pas très sérieux, ou quand on se laisse aller dans certaines pratiques, on se fait critiquer. Parce que si vous pondez un rapport, soyez-en sûrs que le rapport ne sera pas critiqué, par exemple. Oui. Vous voyez, le rapport en soi n'est pas mauvais, mais c'est la manière avec laquelle on fait ce rapport-là. Et très souvent, les ONG ne résidant pas forcément au Cameroun arrivent et se font peut-être berner, se laissent manipuler, mais les intentions ne sont pas forcément mauvaises. Je prends l'exemple du récent rapport qui avait été sauvagement critiqué, mais en soi, c'était pas mauvais, mais à l'intérieur, il y avait eu des manquements. Si le travail avait été bien fait, ça n'aurait pas abouti à cela. Par contre, ce rapport a permis de se pencher sur un problème, et à la suite, on a eu un début de solution. Vous voyez, on ne doit pas toujours voir les choses de manière, soit trop noir, soit trop blanc. Donc je ne pense pas que le but d'une ONG soit de venir... Mais maintenant, que pensez-vous justement de ces ONG qui sont politisées aujourd'hui et qui sont financées de l'extérieur, donc on ne connaît même pas parfois les financiers? Ça dépend, hein. Comme je l'ai dit, les ONG, tous les fonctionnements des organisations dépendent d'elles. Si vous ne voulez pas dévoiler qui vous donne de l'argent, il en va de votre droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire qui vous donne de l'argent. Mais je sais très souvent que dans les lignes de financement, il y a des projets, par exemple. Dans les projets, si vous avez en vue de faire une descente au Cameroun qui nécessite une certaine logistique, il y a les bailleurs de fonds. Oui. Les bailleurs, vous partez voir vos bailleurs de fonds, ceux qui vous financent régulièrement. Et ils peuvent vous dire, voilà, nous on met à votre disposition une certaine somme d'argent. L'argent ne peut pas forcément être de mauvaise origine. Mais ça dépend aussi. Il y a les ONG qui publient, quand ils viennent, ils ont un cahier de charges et ils disent même jusqu'à qui est le partenaire financier. Parfois, il y a l'Union européenne qui n'a pas fait publicité, il y a Expertise France, etc. Donc, je crois que nous aussi, on devrait essayer de savoir comment fonctionnent les ONG. Parce que si nous ne savons pas comment fonctionnent ces ONG, on va forcément, sans comprendre ce qui se passe, penser que tout y est noir. Pas forcément. Donc oui. Ça dépend. Si on met une enquête ou bien on essaye d'aller vers ces ONG, de mener des enquêtes de manière approfondie, on leur demande, voilà, vous êtes au Cameroun, qui vous finance, une ONG normale.
devrait avoir dans son Même cahier. si ces ONG ne montrent jamais leur financement, ne disent pas justement juste qui les finance. On dit de manière générale les bailleurs de fonds. Il y a les bailleurs de fonds. Le bailleur de fonds, c'est qui concrètement? Parce que tous les jours, on entend le même refrain. Ce sont les bailleurs de fonds. Qui est le bailleur de fonds? Maintenant, qui est le bailleur de fonds? S'ils veulent ne pas être dévoilés, ce qui n'est pas forcément bon. Parce que quand vous allez vous engager des vies, vous engager des personnes, il faudrait être clair. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit tout se passe au départ. Les organisations fonctionnent comme elles fonctionnent. Oui. Si vous, dans votre organisation, vous avez cette façon de faire là, on peut critiquer, mais ça, il n'en demeure pas moins que vous faites ce que vous avez à faire. Vous voyez. Mais il y a des organisations, quand elles mènent un projet, on connaît jusqu'à la ligne, la plus petite ligne où provient l'argent et comment. Et il y a aussi des activités génératrices de revenus. Il y a des organisations autonomes qui ont pu peut-être générer des emplois quelque part, faire entrer des capitaux. Je ne dis pas que c'est le cas de ces ONG-là. Non, on comprend parfaitement. Voilà, on n'est pas là pour critiquer, mais on s'interroge quand même. De manière générale, une ONG peut vivre de manière claire, sans être accablé sur ses financements et sur ses fonds. Ça existe. Ah. Mais il y a certaines ONG qui sont financées par des grosses firmes, parfois qui mènent, comme on dit, des recherches assimilées, on ne sait pas trop, par certains hommes politiques, etc., par certaines fondations, mais qui ne sont pas vus d'un bon œil. Parce que le financement, l'argent, quelles que soient les provenances de l'argent, c'est de l'argent. Mais c'est celui qui donne l'argent qui commande. Oui, ça arrive que... Mais si... Commander, peut-être, ça dépend. Quand on dépend déjà de ce financement-là. Et c'est pour ça qu'on demande aux organisations de pouvoir être autonomes. Parce que autant de fois vous recevrez de l'argent. Autant de fois, on vous dira ce qu'il faudra faire. Vous serez toujours redevable. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Jodel Kayo, bienvenue également. Il fallait que je vous essouffle un peu pour que vous soyez justement au niveau de tout le monde. D'accord. Je vais prendre d'ailleurs une question de Hector Achille Mengue qui nous suit depuis la Belgique. Il demande d'ailleurs à Patient Pafendom, qui sont les membres? Comment sont-ils financés et pour quelle mission? Il a totalement raison, mais vous savez que nous sommes dans un monde qui est dominé par le capitalisme. Et qui dit capitalisme dit opacité à tous les niveaux. Oui. Bon, comment vous expliquer que nous sommes dans un monde où on nous dit oui, c'est les valeurs humaines qu'on met en avant, la justice, la crédibilité des organisations et des individus, et sur le point de vue du management, sur le plan mondial. Mais dans ce même monde-là, qui est dominé par ce capitalisme néolibéral, vous avez par exemple des paradis fiscaux. Comment est-ce possible? C'est-à-dire que sur le plan formel, le monde accepte qu'il y ait des trous noirs sur le plan financier et en même temps on nous parle de comment dire ça, de clarté, de justice, etc. en ce qui concerne les transactions financières à travers le monde. On sait très bien que à partir du moment où il y a ces paradis fiscaux, ça veut dire que quelque part il y a des fonds que personne ne pourra maîtriser ni l'origine ni l'utilisation. Allons vite, beaucoup d'entre nous aiment le football. Qui peut nous dire valablement qui est derrière tout ce monde de football? Non, la FIFA. La FIFA. Qui peut nous dire l'audit réel de la FIFA? C'est une grosse mafia. Une mafia incroyable. Vous l'avez vu avec l'histoire de cette Blatter. Oui. N'est-ce pas? Donc, Michel Platini et tous les autres, il faut bien préciser. Tout à l'heure, Anatole, on est revenu sur le distinguo qu'il faut faire, sur les missions des différentes ONG. Tous les ONG n'ont pas le même type de boulot. Ça a été bien dit. Mais qu'est-ce qu'on constate? Si je me lève un matin, j'écris mon ONG tout à l'heure, madame Jodel Kayo disait il faut qu'elle soit autonome. Elle sera autonome comment? Tous ces gens-là dépensent des financements extérieurs. Tous. Pour voir des ONG qui sont justement dans la protection des droits de l'homme, dans la protection des droits humains, dans les questions d'environnement, mais de violence, les financements viennent de extérieur. Sinon, je ne vois pas comment quelqu'un aura une affaire qui il vend sa banane, mais pour faire un truc qui ne lui rapporte rien, c'est faux. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut tracer, ce sont les financements. D'où viennent ces financements? Qui finance quoi? Et nous avons des grands financiers. Vous avez donné George Soros, Rockefeller, les Carnegie, un monsieur comme George Philippe Soros, Iskand et tous les autres. Comme Soros, c'est un gars. D'abord, Bill Gates, Melinda Gates. Il est originaire de l'Europe de l'Est. Oui. Et il avait une haine viscérale contre le communisme. À partir de ce moment-là, il a été instrumentalisé, n'est-ce pas, par les bien-pensants de la société américaine pour
aller à l'encontre de tous les régimes qui seraient tentés de se sortir de la domination, n'est-ce pas, du capitalisme néolibéral. Si vous remarquez très bien, les révolutions de couleur qui ont eu lieu, par exemple, en Ukraine, regardez l'activisme de Soros. En plein hiver en Ukraine, on a vu des gens manger au petit four, avoir des thés et des cafés chauds, des tentes incroyables, et qui finançaient tout ça. Aucune opposition en Ukraine n'aurait les moyens de le faire. Et vous allez voir plus tard que le président qu'on a évacué dernièrement en Ukraine était aussi un manière du cacao. Vous voyez maintenant les connexions avec le monde de l'économie. Un manière du cacao dont en connexion avec les chocolatiers. Donc toutes ces entreprises qu'on le présente comme des majors dans le monde, vous allez voir que d'une certaine manière, ils ponctionnent une petite partie, oui, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils dégagent comme intérêt pour financer en douce. C'est tellement obscur au point où souvent vous entendez des types de rapports qui vont dans un sens sans comprendre pourquoi. On l'a vu en Côte d'Ivoire. À un moment donné, quand on a eu l'impression que M. Ouattara va faire des affaires, n'est-ce pas, du lobby des chocolatiers, tous les ONG pondaient des rapports qui allaient dans un seul sens. Au point où on avait l'impression que le FPI, M. Laurent Gbagbo, c'était une excroissance de Al-Qaïda dans le monde. Maintenant, le temps ayant fait de l'Otami, on se rend compte qu'on a été berné. Même ses propres opinions, on commence à se rendre compte qu'il y a une question qui n'a pas bien tourné. Donc, je continue d'insister que tant que nous serons toujours, on va demeurer à la périphérie, donc faible, et que nos États seront dans l'incapacité d'encourager, justement, s'il y a des gens de bonne volonté qui décident, par exemple, de créer une ONG pour combattre la jacinthe d'eau, que l'État soit en capacité de les aider. Le jour où les gars vont se rendre compte que l'État ne peut pas les aider, mais qu'il y a une possibilité d'un financement d'une organisation qui se trouve en Suède, ils vont écrire à cette organisation qui va les financer. Sauf que ces gens-là ne savent pas qui est derrière l'organisation. Donc, à un moment donné, cette organisation va commencer à orienter leur travail en disant pondez les rapports dans tel sens, pondez dans le rapport dans tel autre sens, mais puisque ils attendent cette manne-là pour pouvoir fonctionner, ils vont certainement continuer à orienter leur rapport dans le sens qu'il leur est demandé par leur bail de fonds. C'est ça qui force donc le jeu par rapport à, j'allais dire, des idéaux nobles de ces organisations internationales. Que pensez-vous justement de ces personnes qui pensent que parfois ces organisations non gouvernementales font également dans le blanchiment d'argent? Tout est possible, mais il n'y a pas que, même les gens qui sont proches des pouvoirs font dans le blanchiment d'argent. Mais les politiciens font dans le blanchiment d'argent. Nous sommes dans une nébuleuse. Non, elle a raison. Nous sommes dans une nébuleuse où là-dedans, personne n'est blanc. Il n'y a pas un diable d'un côté et un ange de l'autre. Il n'y a pas d'un côté des démons et des anges. Le problème qui se pose, c'est à la société, de mieux s'organiser pour être en capacité d'apporter, j'allais dire, une espèce de contrepoids critique, n'est-ce pas, au travail de tout ce monde-là, de telle manière qu'on ait quand même un travail qui est relativement sain au niveau de l'État et de ses partenaires. Parce qu'en réalité, ces ONG, comme la société civile, ce sont des espèces de partenaires même en réalité de l'État, qui permettent à l'État de mieux, d'améliorer sa gouvernance. Mais malheureusement, ils sont en conflit parce que les intérêts politico-économiques sont impliqués dans cette affaire-là, au point où on ne sait plus qui fait quoi et qui est vraiment au service de l'objectif dont il a déclaré en premier. Mais sinon, je suis désolé de le dire, aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas une bonne gouvernance et qu'on n'aura pas des gens crédibles à la tête de certaines institutions, tout à l'heure, Anatole vient de donner un exemple qu'on a négligé, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les conséquences. Si vous donnez oui, allons-y rapidement. Plus que 10 minutes à vous sortir cette émission. L'ancien maire de Mbalmayo, qui s'est retrouvé en prison après, il s'est retrouvé en Chine, il était en même temps maire de Mbalmayo, mais dans le corps diplomatique, dans l'ambassade au Japon. On lui donne des financements pour créer des choses, des écoles, dans le social, dans son département d'origine. Le gars a tout bouffé. Parce qu'il n'y a personne. Il a tout bouffé parce qu'il n'y a pas de contrôle. Un jour, le président Biya est en tournée, je crois, en visite au Japon. Et quelqu'un se rapproche, je lui dis que, président, on a financé un certain nombre de choses. Travaille monsieur l'ambassadeur pour Mbalmayo et sa localité, mais on ne voit rien. Il dit quoi? Et c'est ce type-là qui était venu à la télé pour insulter Mongo Betty, en disant que c'est le Nyongoso, comme on appelle Mbalmayo, n'a pas connu de développement parce qu'il y a ce maudit type qu'on appelle Mongo Betty. Depuis qu'il est là, il est contre le pouvoir, c'est pour ça que le pouvoir ne fait rien. Alors que lui-même, c'était un pourfendeur
de l'intérêt, n'est-ce pas, des communautés de ces régions. Quelques temps après, c'est tout en prison. Je dis que c'est une nébuleuse. Merci. Ce n'est pas ce qui crient fort contre les ONG qui ont forcément raison. Ce ne sont pas les ONG qui donnent l'impression de défendre les plus petits et les plus faibles qui ont raison. Il faut justement que la population, le peuple, muscle le jeu de telle manière que les gens, quand ils sont dans un domaine bien précis, fassent attention parce que à tout moment, le couperet de peuple peut tomber sur eux. Mais je vais donner 3 minutes à chacun d'entre vous. Hein. Albert Anatola ici, j'ai un téléspectateur très fidèle, hein, on l'appelle John Sopros, à qui nous allons d'ailleurs faire un coucou. Il nous déclare haut et fort que la première ONG qui, il faut le dire, hein, apporte l'impérialisme en Afrique, c'est d'abord l'Église. Et il parle bien sûr de l'Église catholique. Non, écoutez, je voudrais... Rapidement sur ce sujet. Oui, écoutez, lorsqu'on s'engage dans un créneau, ce n'est pas toujours pour des objectifs non lucratifs. Ça, il faut le préciser. Donc vous également, vous dites qu'on ne peut pas s'engager dans une affaire s'il n'y a pas l'argent derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a une floraison d'ONG? Donc vous croyez que c'est pour rien qu'il y a une floraison d'ONG s'il n'y avait pas des objectifs? Il ne faut pas oublier que Jodel, c'est son business. Non, écoutez, deuxième chose que je voudrais dire, tout à l'heure, Jodel justement précisait que, quelle que soit son origine, l'argent reste l'argent. C'est dangereux ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que il faut connaître, vous savez, quand vous voulez mener une activité dans un espace précis, vous devez prendre en compte des ressorts législatifs et réglementaires. Et alors, lorsque vous avez une activité qui sort des ressorts législatifs et réglementaires, ça devient illégal. Ça, il faut le préciser. Maintenant, pour répondre à votre téléspectateur, écoutez, nous savons tous que l'Église est une association, au départ. Mais une association qui est devenue un État, l'État du Vatican, et qui a justement une influence. À l'intérieur de cette association, il y a des décisions du monde qui se prennent. Pourquoi? Parce que derrière, justement, il y a des lobbies. C'est un lobby qui n'a pas de visage. C'est un lobby qui a beaucoup de moyens. Et c'est un lobby multiforme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup d'entre nous ont été formés dans cette école, les écoles confessionnelles. Mais nous connaissons le côté court, peut-être pour certains. Mais pas le côté jardin. Oui. Donc c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, pour revenir à la thématique, je pense qu'il est essentiel que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec des individus qui sont financés par un cellule terroriste. Parce que l'argent qu'elles viennent, c'est reste l'argent, c'est dangereux. Deuxième chose, déjà pour contrôler quelque chose, il faut déjà savoir ce que c'est. Tout à l'heure, j'ai indiqué que quand on parle d'ONG, on ne sait même pas à quoi ça veut dire quoi une ONG. On vous a compris parfaitement. Je vais me tourner vers Marie-Queen Douala, jusqu'à preuve de contraire. Par exemple, parfait d'homme déclaré au fort qu'il faut aujourd'hui que, pour lui, les États africains ne sont pas puissants. Mais ne faut-il pas justement que ces États africains se mettent ensemble pour créer justement une ONG, ou alors des ONG fortes, justement, pour travailler sur le continent africain, peut-être même à l'extérieur? Connaissant bien les présidents africains, ils ne vont jamais se mettre ensemble. C'est pas pessimiste, ça? Non, c'est pas pessimiste. Nous avons vu le cas de Kadhafi. Il a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Vous avez vu ce qu'il a eu. Au moment où il a eu les problèmes, quel président africain s'est levé pour dire que non. Vous avez totalement raison. Vous comprenez? Donc moi, je pense que les ONG doivent être contrôlées par les États. Quel que soit l'endroit où l'ONG se trouve, l'État doit contrôler les ONG en mettant des institutions qui sont uniquement là pour veiller à ce que tout soit bien encadré juridiquement et qu'on sache là où l'argent de ces ONG provient et quel est leur but et quel est leurs objectifs. Tant qu'il n'y aura pas un encadrement, dans le fond, on aura toujours des bavures comme nous avons souvent le cas de voir. Oui. Avec des rapports qui rendent les États sales devant le monde entier. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Jodel Gaillot, je vais me tourner justement vers vous. Peut-on donc dire, au sortir de cette édition, que ces joueurs sont réellement crédibles? On ne peut pas, le monde est ce qu'il est, hein. Il y a ceux qui sont crédibles, il y a ceux qui ne sont pas. Pourquoi ils ne sont pas crédibles? On a essayé de venir en retard, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'arguments qui ont essayé d'expliquer pourquoi parfois certaines ONG sont obligées d'être dans la mafia et autres. Mais ce que moi je voudrais dire, et ce sur quoi on met l'accent aujourd'hui, c'est d'autonomiser les ONG. Parce que quand vous êtes autonome, c'est vrai que c'est un peu c'est rêveur, mais si vous réussissez à être
être autonome, à générer vous-même vos propres revenus. Il y a les ONG qui fonctionnent en Occident comme ça, qui n'ont pas besoin forcément de vivre sous la manne du bailleur de fonds, qui réussissent à trouver un bailleur de fonds entre guillemets qu'on ne connaît pas. Et parce que là, il faut des solutions. On peut, et je crois que c'est ce qui a fait en sorte qu'on dise même aux gens, on n'attendait pas tout de certaines personnes, il faut créer des richesses. Une ONG, c'est une organisation, c'est une entreprise. Ils peuvent faire je sais pas, un site pour presser du manioc, pour générer des revenus. J'ai dit tout à l'heure que l'argent, c'est l'argent, que quel que soit comment on l'acquiert, pas dans le sens... mais bon. Juste pour dire que si, et c'est ça en fait aujourd'hui, oui. Toutes les organisations, ONG ou pas, doivent pouvoir survivre. Et pour survivre, il faut générer des revenus. On ne peut pas fonctionner sans capital. Et l'Africain, en Europe, ils n'ont pas cette même problématique. Ils sont maintenant dans comment... c'est vrai que chez eux, ils développent beaucoup plus de caritatif et ils ont une certaine culture. Chez nous, on est encore à l'appréhension de la chose. On ne sait même pas encore ce que c'est. Vous êtes une association, on vous dit que vous pouvez être ONG à un certain moment. Quand vous voulez migrer vers une ONG, on vous dit non, vous n'avez pas encore les capacités pour être une ONG, etc. Donc, il faudrait que le gouvernement ne pourrait pas... Parce que si l'État encadre ces ONG, les ONG seront dépendantes de l'État. Ce n'est pas ça le but. Organisation non gouvernementale, donc il ne faut pas que le gouvernement... évoluer parallèlement à l'État, mais à un moment donné... Une ONG n'est pas là pour accabler, c'est là pour éclairer, c'est un vigile. Malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que ces ONG sont là pour accabler justement les États. Ils accablent parce que si vous prenez un rapport qui est vrai, qui dit que les gens ont été tués et que c'est vérifié, vous n'accablez personne. Vous faites votre travail. On vous comprend. Mais si vous partez et les personnes ont été tuées, vous dites que les gens ont été tués, il y a problème. Et une ONG à la base, c'est cela. Il y a des choses qui se passent quelque part au Cameroun. Vous ne voyez pas, nous y étions, nous avons vu que ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Et quand vous restituez, ça doit être vrai. N'est-ce pas également que ces ONG, certaines participent justement à déstabiliser les États? Et ils ont un autre cahier de charge. Ils ont un autre cahier de charge. Mais une ONG, l'ONG n'est pas d'essence, ce n'est pas là pour nuire. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est une organisation, puisque une ONG, c'est une association, et croyez-moi, sauf si aujourd'hui le monde est devenu pervers, les associations, on se met ensemble parce qu'on a un but commun. Et très souvent, ce but-là, c'est pour grandir. Oui. Si aujourd'hui, on est une ONG pour détruire, c'est qu'on a raté quelque part. Merci beaucoup, Zoudel Kayo. Patient, parfum d'homme, jusqu'à preuve de contrat, on parle. On aime souvent parler des ONG internationales, mais on sait quand même que l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne à 72%. La Banque africaine développement, je peux citer la CIMAC et tout ce qui va avec. La Banque africaine, les États-Unis sont actionnaires majoritaires. Majoritaires, donc à un moment donné, c'est normal que ces ONG viennent quand même contrôler leurs biens sur le sol africain. C'est pour ça que j'aime la problématique de notre faiblesse. C'est-à-dire que le schéma de feu Samir Amin, le centre de la périphérie, il a toute sa place. Oui. Tant qu'on ne va pas changer de paradigme, on ne pourra pas justement être dans l'idéalisme que j'ai perçu tout à l'heure chez Jodel. C'est-à-dire cet idéalisme qui voudrait que vraiment les gens se mettent ensemble pour travailler pour des causes qui les tiennent à cœur. Même les ONG dites en Occident, là, dont vous pensez qu'elles sont neutres, elles sont le financement des... Même dites autonomes, reçoivent le financement de leurs États et des personnalités qui en réalité ont des intérêts, n'est-ce pas, dans la marche politique du monde, de cette manière. Je vous prends des exemples cons. Dernièrement au Mali, avec la tentative terroriste où on avait des jeunes être tués au Mali français de manière brutale. Oui. Est-ce que vous savez que... Des jeunes étudiants. Des jeunes étudiants, non, oui. Par des diplômes. Mais ces jeunes-là, quand on les envoie au Mali, ce n'est pas seulement pour aller aider les Maliens. C'est pour travailler certains domaines dont on a besoin des éléments probants du terrain au niveau de la France. Pourquoi après des grands think tanks s'en accaparent des résultats de ces fruits-là pour élaborer des stratégies qui partent toujours à maintenir l'Afrique en position de dominer. Oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors que l'idéal au début était très noble. Mais quand vous regardez la finalité du travail qui est fait, vous mettez les mains sur la tête, comme on peut dire au quartier. Donc en réalité, je continue de dire, tant qu'on ne sera pas fort, tant qu'on ne va pas construire de paradigme, et là, je peux dire à Maridou que non, c'est un idéal. Il faut qu'on aille vers l'unité politique de notre continent. Pour avoir des institutions vraiment fortes, pour avoir des instances qui donnent la possibilité à nos États et à nos peuples de construire eux-mêmes de manière endogène des solutions
aux problèmes que nous avons. C'est chaque fois. Mais cela ne doit pas passer par le peuple. Mais effectivement, mais nous sommes toujours dans un rapport de donnant, de celui qui, la main qui donne, étant au-dessus de celle qui reçoit. Vous vous imaginez. Quand nous aurons les dictateurs, ils vont écraser, au pouvoir, les dictateurs au pouvoir en Afrique, on ne pourra pas le faire. Il faut qu'on chasse d'abord tous ces dictateurs. Non, Jodel, tout ça, non, ce n'est pas antinomique, c'est un travail d'ensemble. C'est une lutte sur tous les fronts. Il faut mener cette lutte sur tous ces fronts-là pour qu'on puisse avoir des ONG réellement crédibles. Merci, monsieur, pour tous ces éclaircissements et surtout pour tous les argumentaires. Merci beaucoup, Patient Parfait de Malga pour d'avoir été là. Maridou, merci également d'être entré sous la pluie ce matin, point de là ce matin. Hein. Et surtout, félicitations pour votre enfant qui a eu le BTS. Albert Anatola ici, merci également à vous d'avoir été là ce matin. En attendant, bien sûr, d'organiser le champagne. Non, j'attends le GC, j'attends le résultat du GC. également. Merci d'avoir été là. Ouais, je serai là à l'heure prochainement. S'il ne pleut pas. Le voir bébé, j'espère qu'il n'est pas passé. Pas encore. Félicitations, Jodel. Félicitations, Jodel. On a besoin des jeunes femmes comme ça sur les plateaux. Oui, parce que souvent, c'est de testostérone. Organisation non gouvernementale. Non, souvent, c'est tellement de testostérone qu'on a besoin de cette genre féminine. Je viendrai très souvent, je viendrai. Voilà, Jodel est déjà de la famille maintenant, elle viendra souvent. Elle avait, bon, vous savez, elle avait un ventre, elle ne pouvait pas, elle était fatiguée. Bon, maintenant, elle est là. Donc, on espère la voir souvent. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS ce matin. Nous allons dire merci à John Sopros, sans oublier à Ikoum Patrick, nos téléspectateurs, hein, et sans oublier Hector Achille Mengue qui nous écrit toujours. On attend, hein, Hector Achille Mengue, on vous attend au Cameroun dans les jours à venir. On espère tout simplement que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, comme le disait Honoré de Balzac, derrière chaque grande fortune se cache un crime. Allez savoir lequel. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, si plaît à Dieu. Au revoir.